vidéo. Ainsi, au nom du comité du Cercle des dirigeants d'entreprise, j'ai le grand bonheur de vous souhaiter la bienvenue à ce Face à Face, un penser agir qui nous a été inspiré par l'excellent ouvrage de Xavier Comtesse, à qui, dans un petit instant, je vais demander pourquoi a-t-il choisi Florian Nemetti comme contributeur dans cet ouvrage que j'apprends être au moins le 4e ou 5e. Tu nous avais caché cela. Et ainsi, voilà. Alors ce soir, Florian Nemetti, directeur de la Chambre de commerce et d'industrie de Neuchâtel, va nous exposer son sujet après s'être présenté. Mais auparavant, Xavier Comtesse, pourquoi, dans les contributeurs de cet excellent ouvrage, avoir choisi Florian Nemetti? Ah non, mais Florian, c'est le complice du départ. On a fait 7 livres ensemble. Ah, 7? Ah oui, chaque année un. Allez, boum. Et donc, Florian, c'est le père fondateur. Ok, donc c'était comme une évidence. C'est quelqu'un de formidable, vous allez voir. Très bien. Alors, avant de passer la parole à Florian Nemetti pour qu'il se présente et qu'il nous expose son sujet, je vous demande d'ouvrir vos micros pour un bel applaudissement, s'il vous plaît. Bravo. Alors, Florian Nemetti, qui êtes-vous? Alors, je suis un Neuchâtelois du Locle. Donc, voilà, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile à porter quand on voit la réputation de la ville du Locle, mais je vous assure que ça vaut le détour quand même. D'ailleurs, cet été, beaucoup de touristes se sont rendus dans la région du Locle, les montagnes neuchâteloises. Pour beaucoup, ont découvert pour vraiment la toute première fois cette région. Et je crois qu'une bonne partie a décidé de revenir. Donc ça, c'est peut-être un des bénéfices du Covid. Mais voilà, plus sérieusement, donc, je suis un économiste qui est à la CNCI depuis pas mal d'années. Xavier l'a dit. Je dirige la CNCI depuis 2013. Mais sur les projets que Xavier a évoqués, ça fait depuis plus longtemps que ça qu'on travaille ensemble. On travaille en fait depuis 2008 ensemble. Je reviendrai là-dessus ultérieurement. On a commencé par une étude prospective sur le territoire neuchâtelois, une étude qui a été en fait réalisée sous la houlette de Xavier et là déjà avec une approche collaborative par un cercle d'entrepreneurs. Parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, le canton de Neuchâtel connaissait de gros problèmes, encore plus importants, bien plus importants que ceux qu'il a affrontés encore dernièrement. Et ça a motivé, je dirais, cette étude prospective. Donc, voilà, en tant que directeur de la CNCI d'un canton industriel et exportateur, il était assez évident pour moi d'essayer d'amener la CNCI sur ces thématiques de transformation digitale, transformation industrielle, industrie 4.0, parce que finalement, là, on ne parle pas du passé de Neuchâtel, mais on est en train de parler de son avenir. Et c'est un avenir qu'il faudra vraiment construire autour de l'ADN neuchâtelois, qui est la précision, la micro-précision, les éléments vraiment dans le petit, dans le très qualitatif, dans la très petite dimension, et puis cette industrie toujours plus digitalisée, toujours plus robotisée, automatisée. Donc, il y a un chantier fabuleux qu'on explore depuis des années, à coup d'un livre par année maintenant, avec ce cercle de manufacture thinking. Maintenant, d'un point de vue plus personnel, bien, j'ai grandi dans la région Jura et Berne, à Bois-Bienne, à Bois-Moutier. Donc voilà, ça fait depuis Genève, ça commence de faire loin. Mais je pense pouvoir dire qu'avec ça, j'ai aussi une fibre assez forte pour ce qui est l'arc jurassien, cette région qui est en fait la région la plus industrialisée
de Suisse. En nombre de postes du secteur secondaire par habitant, c'est même assez nettement la région la plus industrialisée de Suisse. Donc voilà, ça c'est un peu mes racines, mon ADN. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un lien fort avec tout ce récit autour de l'industrie 4.0 et de manufacture thinking. Merci beaucoup, Florian. Alors, comment la réinventer, cette industrie de demain? C'est votre thème. On vous écoute avec bonheur. Merci, Enza. Tout d'abord, j'aimerais encore vous saluer toutes et tous, et puis remercier le Cercle des dirigeants d'entreprise, en particulier Enza, pour son invitation, pour son initiative autour de ce livre, de Penser, agir, résilience, innovation. C'est vrai que par les temps qui courent, il n'est pas facile de continuer d'entretenir des événements, alors là, évidemment, en visioconférence. Et je pense que là, c'est un fil rouge qui est intéressant. Quand Xavier m'a dit que ça se faisait, j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne initiative. Alors, ce qui est intéressant finalement, c'est que tout au long de cette série de face à face, vous allez entendre des contributeurs qui vont vous parler finalement du contenu qui est produit par Manufacture Thinking. Et moi, ce soir, je ne vais pas vous parler du contenu, mais plutôt de la machinerie. Qu'est-ce qui est derrière ces contenus? C'est-à-dire ce cercle de réflexion qui a quand même un certain nombre d'éléments assez particuliers, qui est un peu une originalité tant dans ses origines que dans son ambition. Et finalement, c'est intéressant peut-être d'avoir un peu l'envers du décor. Quand vous aurez eu l'ensemble des présentations, peut-être que le fait de savoir un peu quel est l'outil, la machinerie qui est derrière, c'est quelque chose qui vous permettra de boucler définitivement la boucle sur ces différents sujets. Alors, je vais essayer de partager l'écran. J'ai quelques slides, alors rassurez-vous, je ne vais pas vous assommer avec des slides. Je vais voir si ça fonctionne. Voilà. Alors, voilà, ça a l'air de fonctionner en tout cas chez moi. Alors, la question qui est posée, c'est finalement pourquoi cette initiative de Manufacture Thinking, donc de réfléchir ensemble pour inventer l'industrie de demain. Alors, on commencera peut-être par quelque chose de très synthétique. Si on regarde ce que c'est un cercle de réflexion de type think tank dans lesquels Xavier est passé maître, puisque ça fait très longtemps que Xavier anime, pilote et, je dirais, drive des cercles, des think tanks. Et celui-là, je crois que c'est un cercle un peu particulier parce qu'il est venu en cours de route à partir d'une initiative dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est une étude prospective qui n'était pas centrée sur le récit ou les explorations de type enjeu industriel. Mais c'est venu chemin faisant parce que finalement, dans les thématiques récurrentes sur lesquelles nous travaillons à l'époque, entre 2008 et 2012, la question de l'industrie et de son avenir est revenue sous tous les angles. Et je crois que c'est aussi ça finalement qui a motivé l'idée de créer un cercle de réflexion dédié à cela. Ça existe en tant que tel, Manufacture Thinking, depuis 2014. La genèse de cela, c'est quoi? Je crois qu'on peut dire qu'à cette époque-là, on commençait d'entrevoir un peu le tsunami, en tout cas c'est comme ça que Xavier l'avait appelé, qui pourrait être provoqué par les montres connectées sur l'horlogerie. Alors évidemment qu'à Neuchâtel, qui est quand même une des bases manufacturières de l'horlogerie suisse,
ce discours-là, c'est quelque chose qui, en 2014, allait quand même assez à contre-courant, puisqu'on était de nouveau un peu dans une phase extrêmement prospère, positive pour l'horlogerie. Donc, de remettre un peu en cause un certain avenir qui semblait tout tracé, tout dessiné, sur la base de cette révolution amenée par les montres connectées. C'est vrai qu'il fallait oser, mais il faut dire que c'est quelque chose qui a tout de suite séduit le ministre de l'économie, qui l'est encore pour quelques mois, hein, Jonathan Karakash, qui vient lui-même d'une région liée à l'horlogerie, de tradition horlogère, le Val de Travers, et que ça a beaucoup interpellé. Et je crois que c'est là où véritablement les choses ont démarré pour Manufacture Thinking. Ce think tank, évidemment, qu'il a un leader charismatique, que vous avez entendu juste avant, Xavier qui manie avec un savoir-faire incomparable je dirais l'alliage de la vision prospective avec un sens vraiment parfaitement calibré de la provocation qui amène toujours un débat. J'ai jamais vu une salle, j'ai jamais vu une discussion où il n'y avait pas de débat quand Xavier s'y trouve. Donc, je crois qu'il a amené aussi sur cette question industrielle, où il y avait quand même pas mal de certitudes à l'époque, en particulier dans l'horlogerie, une espèce de rupture et puis de pensée de rupture extrêmement bienfaisante, extrêmement utile. Mais derrière ce leader charismatique, il y a évidemment aussi des entreprises qui sont venues petit à petit, une cinquantaine d'entreprises partenaires. Alors, certaines sont entrées, d'autres sont ressorties. C'est comme ça dans ces cercles. Il y a une dynamique, mais aujourd'hui, c'est un cercle qui travaille quand même sur une base quand même importante. Donc, un cercle de réflexion, surtout centré sur, je dirais, une forme d'exploration collaborative des défis qui sont énormes, hein, qui sont posés par l'industrie 4.0, la transformation numérique sur les entreprises industrielles de nos régions. Alors, ça a démarré à l'échelle neuchâteloise, mais assez vite, ça a pris un essor quand même qui dépasse assez largement le canton de Neuchâtel. Si on regarde un peu voilà ce que je pense un tout petit peu baliser avec vous, alors de quoi on parle, de qui on parle, à quoi ça sert, à qui ça sert, qu'est-ce qu'on y fait concrètement dans ce manufacture thinking, qui finance, c'est toujours un peu intéressant de savoir qui est là derrière, quel est le bilan auquel on arrive aujourd'hui, qu'on peut mettre en avant, les effets aussi, parce que quand on cherche à agir, on aime bien savoir qu'il y a quand même quelques effets. Et puis, je reviendrai peut-être tout à la fin sur la jeunesse de ce groupe. Alors, non, ça c'est un peu trop tôt. Si on regarde de quoi on parle, eh bien, ce cercle de réflexion et puis de qui on parle, ce cercle de réflexion, il est composé d'une cinquantaine d'entreprises qui viennent un peu de tous les secteurs, de différentes régions de Suisse romande. On a des petits, des gros, on a des sociétés multinationales. Alors bon, si je donne quelques noms, ben, il y a Cartier, il y a eu Philippe Morris, il y a Nestlé, il y a des sociétés aussi qui sont des sociétés de type industriel, mais dans le sens services industriels généraux, comme les services industriels genevois. Il y a des sociétés de transport public, comme les transports publics fribourgeois. Enfin, bref, il y a aussi des plus petits. Il y a des PME qui sont dans des niches où elles excellent au niveau international. À Neuchâtel, on a un fabricant de sécateurs qui a vraiment un leadership mondial, qui est la société Felco, enfin, etc. Tout ça pour dire que de fil en aiguille, les entreprises qui se sont ajoutées à cette réflexion, elles couvrent un peu tous les domaines et
toutes les tailles, tous les secteurs. Mais surtout, il y a aussi des représentants de l'écosystème plus large. Il y a des entreprises, bien sûr, mais il y a aussi des représentants de centres de recherche, de centres d'innovation, de hautes écoles, en particulier de la HESSO, qui est très présente sur tout le territoire roman. Donc, voilà, finalement, quel est le point commun entre tout cet écosystème? Eh bien, c'est d'essayer d'explorer ensemble les défis de la transformation digitale et puis de restituer ou de fournir un certain nombre d'éléments explicites, co-construits, qui peuvent être utiles pour l'ensemble du tissu économique régional. Il y a un peu une vocation d'être aux avant-postes, d'explorer des choses qui sont finalement assez complexes et puis de les restituer avec un vocabulaire entrepreneurial, avec des lunettes entrepreneuriales, pour finalement les rendre, je ne veux pas dire accessibles, mais plutôt contextualisés, avec peut-être la notion d'éléments dont on entend parler régulièrement dans les médias, qui sont finalement les gros trends de cette transformation digitale, hein, le big data, l'intelligence artificielle, tous les éléments connectés, le IoT, etc. Donc, les algorithmes, aussi toute la partie automatisation de cette industrie. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de choses en même temps. Ça fait beaucoup d'éléments qui sont alors, assez facilement thématisés au plan théorique, mais c'est beaucoup d'éléments qui nous sont restitués un peu par la grandeur internationale soit des GAFA, soit de l'industrie allemande, hein, dont on dit que c'est le champion de l'industrie 4.0. Et tout ça finalement, ça fait depuis le début un peu une musique de fond ou une masse d'éléments, de choses qui sont parfois un peu déconnectés de la réalité du tissu économique régional. Alors la première ambition, c'était ça, c'est de dire, on essaye de réunir des gens qui vivent cette transformation digitale, cette transformation industrielle au jour le jour, et puis qui peuvent restituer le vécu, mais sur une base qui est celle qui peut parler à des entreprises à Neuchâtel, à Delémont, à Genève, à Fribourg, et qui ne sont pas les réalités de Bosch, Siemens ou de Tesla, très loin de chez nous finalement, dans des modèles industriels qui ne sont pas les nôtres. Donc, c'était un petit peu, dès le départ, l'ambition de restituer ces changements par et pour les entreprises, par les entrepreneurs et pour les entrepreneurs. Donc, voilà, c'est vrai que quand on a lancé ça, on n'a pas eu tout de suite une approche totalement modélisée, totalement construite. On s'est lancé comme une démarche exploratoire. Depuis 2016, cette démarche elle a trouvé un support auprès de la politique régionale. Vous savez que la politique régionale qui est financée pour moitié par la Confédération, puis pour moitié par les cantons, sert quand même de levier à des projets exploratoires qui permettent aux entreprises et puis au secteur économique d'essayer d'amener des démarches innovantes. Et celle-ci en a fait partie de 2016 à 2019, après quoi, finalement, la démarche a réussi à voler de ses propres ailes sur la base unique des financements des entreprises. Donc, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il faut, à partir de là, comment est-ce qu'on peut thématiser toute cette transformation industrielle? Je crois que, à part ce que j'ai déjà dit, donc le fait de s'approprier des éléments qui sont un petit peu dans la haute sphère de l'innovation mondiale, il y avait aussi la volonté, je crois que ça c'est important, de créer un discours positif sur cette transformation, un discours encourageant, un discours plutôt qui montre les opportunités autant que les risques, parce qu'on le voit, c'est quand même assez net.
il y a pas mal d'éléments qui sont thématisés dans cette révolution digitale sous un angle qui peut faire peur, sous un angle où on a vite tendance à voir ce qui ne va pas aller, ce qui va se retourner contre l'humain. Et c'est plus difficile d'avoir un discours qui mette en avant les progrès qu'on peut accomplir, même dans des petites entreprises, les bénéfices qu'on peut tirer de cette transformation numérique, et puis des aspects tout à fait positifs de l'évolution des entreprises. On entend souvent dire oui, oui, mais ça va détruire des centaines de milliers d'emplois ou ça va ratiboiser des secteurs, ça transforme les modèles d'affaires et puis il y aura beaucoup de perdants. Les gens ne vont pas pouvoir évoluer dans leur base de compétences. Alors, bien sûr qu'il y a du vrai là-dedans, mais je crois qu'il y a aussi la nécessité de voir le vrai qu'il y a dans ce qui peut tirer en avant, ce qui peut faire évoluer les entreprises, qui peut leur donner un avenir dans les années 2020 et au-delà. Et tout ça, finalement, à l'époque en tout cas, ce discours, il ne pouvait pas être porté. Il ne pouvait pas être porté directement, en tout cas dans notre région, par, je dirais, un collectif d'entreprises. Et les entreprises qui nous ont rejoints ont vraiment manifesté de l'intérêt sur cette thématisation qui dépasse un peu le cadre de l'entreprise individuelle. Alors, bon, évidemment que si on regarde, si je prends maintenant un petit peu, là vous avez un tableau qui fait un petit peu administratif, aride, hein, c'est quelque chose qui nous avait été, je dirais, posé à l'époque où nous avions fait la demande pour la politique régionale. Si je prends simplement ce qui est surligné en jaune, par exemple dans la colonne exécution, cercle de réflexion ouvert aux entreprises avec l'élaboration de propositions stratégiques, de plateformes de développement d'échanges d'informations, d'expériences prospectives et puis de fact-finding mission à l'étranger sur des éléments sur lesquels je vais revenir. Eh bien ça, c'est déjà tout un programme parce que sur un sujet aussi vaste que la transformation numérique, on peut aller de manière verticale et puis prendre un sujet, par exemple les big data, et déjà rien que ces quelques éléments, effectuer des propositions stratégiques, créer une plateforme d'échange d'informations pertinentes, relater des expériences prospectives ou trouver des éléments à l'étranger qui sont inspirants, rien que sur un sujet, c'est déjà tout un programme. Et nous l'avons fait de 2016 à même avant, de 2014 jusqu'à maintenant, chaque année sur un autre sujet. Donc, je crois que là, il y avait vraiment un enjeu. Et si on regarde finalement ce que la politique régionale nous a demandé de développer finalement comme effet sur les entreprises de nos tissus régionaux, ben c'était d'essayer d'enrichir le savoir-faire, d'essayer de faire évoluer la culture industrielle à travers ces productions de manufacture thinking, d'essayer de dégager des pistes pour des nouveaux modèles commerciaux, pour des nouveaux modèles d'affaires et puis de nouvelles solutions. Et puis, ben voilà, d'essayer d'essayer d'arriver finalement avec quelque chose qui permet aux entreprises de changer de paradigme et puis d'avoir une compréhension peut-être plus large de ce qui est en train de se passer avec cette révolution industrielle. Donc, voilà, ça, c'est des choses que nous avons destinées tout d'abord aux entreprises qui étaient membres de la CNCI, mais il faut le dire, et je pense que c'est un des gros aspects positifs de Manufacture Thinking, avec un pilote à la barre comme Xavier, très vite, on a eu des contacts dans les autres cantons, et pas seulement à Genève. Hein, je crois que Xavier, il a un écho qui est large dans toute la Suisse romande. Et puis, à chaque fois qu'on discutait ensemble, il me disait, ah, écoute, j'ai vu telle entreprise, j'ai vu telle personne, ils sont intéressés à ce qu'on fait, et puis, très vite, que ça soit dans le monde industriel, que ça soit dans le monde académique, le groupe, il s'est élargi à tel point que les ateliers de travail, qui sont finalement un petit peu
le mode opératoire de Manufacture Thinking, c'est des ateliers qui ont assez vite trouvé un centre à Lausanne pour permettre à toutes ces entreprises, à tous ces partenaires romans de se retrouver plus facilement. Alors maintenant, en visioconférence, ça a peut-être un peu moins d'importance, mais on espère tous évidemment sortir de cette période et puis de pouvoir refaire des rencontres présentielles. Et à ce moment-là, ben, la centralité joue un rôle. Mais je crois que ça a donné un ancrage vraiment roman à ce manufacture thinking et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Donc, oui, ça se destine pardon, à l'industrie régionale, mais je crois qu'on a réussi à toucher aussi, là, à travers toutes les activités que nous avons entreprises, que ça soit des productions de contenu, des livres, des articles, des blogs que Xavier alimente régulièrement, des événements. Vous allez voir après que des événements, on en a fait beaucoup avec énormément de participants. Ça a donné une résonance vraiment bien au-delà de Neuchâtel, vraiment une résonance romande. Cette résonance romande, elle a aussi trouvé sa concrétisation dans le prix des Shapers du digital, qui est un prix où, je dirais, on décerne un prix à l'échelle des entreprises qui sont des pionnières du digital dans tous les cantons romans. Et ce prix, il a été remis à Neuchâtel, il a été remis à Montreux, il a été remis à Genève. Donc, on voit qu'on a quand même une base régionale assez large. Alors, qu'est-ce qu'on y fait dans ce... Vous allez me dire, oui, un cercle de réflexion, c'est bien, c'est sympathique, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire dans un cercle comme ça? Alors, je dirais, ça, c'est une page de la CNCI, une page du site web de la CNCI. On voit que on a régulièrement des activités, on a des ateliers qui débouchent sur des contenus que l'on synthétise et que l'on met en valeur dans des livres, que l'on partage aussi dans sur toutes sortes de supports de communication, que ce soit dans les médias ou hors médias. Et puis, il y a des présentations publiques, il y a des événements. On voit ici, par exemple, on fait allusion à la remise du prix des Shapers en 2020, qui a eu lieu dans un domaine vitivinicole de Genève. Donc, voilà, c'est des choses comme ça qui se passent. Et on a régulièrement à ces présentations quand même une bonne centaine de participants. Donc, ça montre qu'il y a depuis des années quand même une assise intéressante. Donc, dans les faits, on produit des contenus sur ces briques du 4.0. On valorise ceux qui sont les pionniers du digital industriel en Suisse romande. Et puis tout ça, ça contribue quand même à animer un écosystème qui est quand même assez riche. Alors, c'est un écosystème qui ne vient pas de nulle part. J'en parlerai un tout petit peu tout à l'heure. Il est lui-même assis sur une période précédente, un projet précédent que nous avons mené à bien avec Xavier, qui était le Swiss Creative Center, qui était une sorte d'accélérateur de la créativité que nous avions implanté à Neuchâtel. Et ça nous a donné quand même une base de contacts de gens intéressés à tout ce qui est l'innovation, la créativité, puis après au-delà à cette évolution du 4.0, qui est quand même assez fantastique. On avait une sorte de base de contacts, de relations de 1500 entrepreneurs sur toute la Suisse romande. Donc, c'est un capital extrêmement intéressant qui alimente aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, toutes les activités de manufacture thinking. Alors, on a aussi embrayé sur la remise ici de ce prix des Shapers de l'innovation, qui récompense, pas avec de l'argent, contrairement à beaucoup de prix qui donnent des dizaines ou des centaines de milliers de francs aux gagnants, mais qui récompense avec de la visibilité, avec de la reconnaissance tout simplement du fait que ça bouge dans l'industrie romande, ça bouge dans le digital, et ça s'adresse essentiellement pas forcément à des startups qui ont déjà beaucoup de visibilité à tous les niveaux,
mais plutôt à des PME qui sont déjà établies et puis dont on parle peu. On parle très très peu. Si vous faites un peu attention dans le discours médiatique, on reconnaît volontiers ceux qui vont dans 5 ans ou 10 ans être les nouveaux Google ou les nouveaux Novartis de l'économie, mais on prête une attention quand même assez moindre, beaucoup moins importante à des PME de 10, 20, 50 personnes qui, depuis des années, sont dans des niches avec un leadership national ou même au-delà, international, avec des technologies, avec des modèles d'affaires tout à fait particuliers, tout à fait originaux, et qui sont finalement assez peu sur le radar, dont on parle relativement peu. Donc, oui, on voulait aussi donner un visage à cette économie romande, disruptive, innovante sur le digital. J'ai aussi parlé de ces missions fact-finding, dont Xavier est un spécialiste. Alors, c'est vrai que à la base, on pourrait se dire, tiens, c'est des courses d'école pour entrepreneurs, où on va visiter une entreprise à droite, à gauche, et puis une autre, et puis le soir, on se retrouve, c'est sympa, c'est convivial, et puis on fait ça quelques jours, et tout le monde est content. Mais alors, il y a toujours un peu de ça, mais je crois que c'est nécessaire pour essayer d'amener aussi un peu de cohésion, et puis de créer des relations de confiance entre les gens. Mais surtout, là, je crois on a eu une série quand même assez intéressante de voyages fact-finding sur l'horlogerie au Japon, sur le 4.0 à Hanovre, à la fameuse exposition industrielle de Hanovre, qui est, je crois, la plus grande au monde dans ce domaine-là. On est allé à Berlin voir un peu l'écosystème des gens qui créent des entreprises de toutes pièces sur la base d'un business model digital. Nous sommes allés à Shanghai et dans la ville que Pékin a désignée pour être le site pilote en Chine pour l'Internet des objets, qui est une ville qu'on ne connaît pas hein, en Europe, très très peu. Petite ville à l'échelle chinoise, mais quand même 6 millions d'habitants, qui a déjà réuni 2000 entreprises, des très grandes ou très petites, en particulier des entreprises internationales autour de l'Internet des objets. Oui. Florian, pardon, nous avons largement dépassé le quart d'heure. Si on veut ouvrir la discussion, peut-être on pourra revenir sur certains sujets grâce aux questions. Peut-être une conclusion de cette première présentation, si vous voulez bien. Oui, alors simplement peut-être revenir voilà, ça ici. Là, quand je disais qu'on a un bilan quand même assez intéressant, on voit qu'on a une progression des entreprises qui participent à ce groupe. Et quand on voit simplement dans les conférences, les présentations, à quel point c'est monté en puissance avec des milliers de participants dans les dernières années, ou quand on regarde la communication, le nombre de vues des blogs, ou le nombre d'événements sur lesquels nous sommes montés en puissance, ça montre quand même l'intérêt de cette démarche collaborative qui n'est pas forcément dans l'ADN des entreprises qui ont quand même encore souvent, en tout cas dans nos régions, une optique assez individualiste. Voilà, moi je pense qu'à ce stade, on peut sans autre ouvrir la discussion et puis les questions. Pour moi, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'on pourra explorer ça à travers la discussion. Formidable. Merci de nous rendre l'écran et merci à tout le monde d'applaudir chaleureusement cette présentation, s'il vous plaît. On sent beaucoup de passion, Florian Nemetti, pour ce sujet et à refaire peut-être encore quelque chose pour que l'on puisse encore en savoir davantage. Si elle, une femme, je me sens moins seule. Merci Magali de nous avoir rejoints. Très bien. Alors, vous connaissez un petit peu les règles du jeu. Vous allez avoir une large minute pour vite vous présenter et nous apporter votre témoignage, votre expérience et bien sûr une interrogation, une question pour Florian Nemetti.
À qui vais-je donner la parole? Ça commence par A. Bon, Monsieur Aleman. Bonjour, Yann Aleman, société Novitronic. Je suis ingénieur commercial, Area Sales Manager. Et puis, j'avais une question qui ne concerne pas mon activité actuelle, mais plutôt ce que j'ai vécu par le passé avec le canton de Neuchâtel. Quel est l'ordre de priorité régionale par rapport au financement des projets digitales? Par exemple, lorsque vous faites un appel d'offres, jusqu'où va la priorité pour le côté régional et international? Bon, je dirais que là, alors moi, je ne suis pas au fait de tous les détails dans ces questions-là, mais je crois que voilà, le canton de Neuchâtel, comme beaucoup, essaye de jouer sur les deux tableaux, de dire, bon, si on a un prestataire régional qui remplit un cahier de charge et qu'il est tout à fait compétitif, voire plus compétitif que d'autres, il pourra avoir un mandat. Évidemment que voilà, sur des choses très pointues, ça ne passerait pas non plus. Il y a quand même une forme de. On scrute hein, les décisions, les appels d'offres, pas nous, la Chambre de commerce, mais je sais que dans le tissu économique, c'est scruté avec certaines minuties. Et si on donnait un mandat à quelqu'un de l'extérieur qui n'a pas une excellence, je dirais, évidente, évidemment que ça rebondit, mais ça, vous le vivez certainement dans le canton de Genève ou ailleurs, ça peut rebondir sous la forme de questions parlementaires, d'interpellations. Donc, je pense qu'on fonctionne un peu de la même manière que dans la plupart des autres cantons, en tout cas en Suisse romande. Ouais. Merci. Merci. Merci beaucoup. René Rousset, quand on accompagne le milieu hospitalier, évidemment, l'industrie hospitalière est vraisemblablement en train de faire des bonds au niveau technologie. Est-ce qu'une telle démarche est interpellante, intéressante? Alors oui, elle est vraiment intéressante et interpellante, sachant qu'il y a un volet aussi sécurité des données qui est vraiment maintenant très, très important à maîtriser. Et on voit que pas mal d'établissements, alors pas en Suisse, mais notamment en France, ont fait l'objet d'attaques sur le digital pour se faire subtiliser les données. Et donc là, c'est aussi un monde qui est en complète réflexion en termes sécuritaires, hein, donc pour tout ce qui est digital. Alors, effectivement, les progrès sont énormes là aussi, et la télémédecine a pris un essor énorme, là, notamment avec l'arrivée de la pandémie. Ça a décuplé les ressources et les moyens dans ce domaine-là également, pour tout ce qui est transformation digitale. Merci beaucoup. Alors en fait, Florian, quand on travaille comme ça de manière collaborative, quelle garantie de discrétion peut-il y avoir ou pas? Bon, on travaille un peu à l'échelle de Manufacture Thinking. Les réflexions sont, je dirais, c'est un peu des réflexions d'ordre pré-compétitif, où on peut partager un certain nombre de choses qui sont un peu dans le domaine ouvert. Et puis après, les entreprises qui souhaitent travailler de manière plus approfondie ensemble, d'ailleurs, il y a des représentants du domaine de la santé hein, dans le groupe Manufacture Thinking, du CHUV notamment, mais ça se fait évidemment alors après de manière bilatérale et suivant le niveau de collaboration, je pense que là, on rejoint les pratiques des entreprises quand on a des relations de co-développement de projet ou client-fournisseur. Ce qu'on traite à l'échelle de Manufacture Thinking, ça a toujours été voulu comme ça. C'est des contenus tout à fait librement ouverts, disponibles, que les gens sont d'accord de partager, quelle que soit finalement l'utilisation qui peut en être faite. Et s'il y a des choses qui sont vraiment des éléments sensibles, soit ils n'en parlent pas, soit alors ils les traitent entre eux, mais de manière verrouillée, on va dire. Donc, effectivement, la sécurité des données, on l'a vu
transparaître de l'année qu'on a consacrée au Big Data. On l'a vu aussi apparaître on est allé à Boston, au MIT et puis à Harvard, et c'était une thématique qui était récurrente dans toutes les présentations qu'on a eues. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas pourquoi j'ai comme l'impression que Fabien Kayser est déjà en contact à Neuchâtel avec votre travail. Est-ce que je me trompe, Fabien Kayser? Bon, alors ça c'est correct, bien sûr. Je suis le responsable chez Microcity pour Un le tout programme petit peu PME. plus fort. Ça c'est correct. Je suis le responsable chez Microcity pour le programme PME. Et puis là, on est en appui des PME pour innover, mais aussi pour faire la transformation vers le futur. OK. Une remarque, un complément pour une question pour Florian? À ce stade, pas encore, non? Pas encore. Super. Il y a Xavier, je crois, qui lève la main. Tu aimerais dire quelque chose? Oui. En fait, le public cible, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est à peu près 1500 entreprises en Romandie. C'est à peu près ça le nombre qu'on a dans notre fichier, qu'on a rencontré, qu'on a eu dans des conférences. Donc, il y a évidemment 3 moments. Il y a un moment où on accumule du savoir. Il y a un moment où on forge le savoir accumulé, c'est-à-dire on le restitue comment localement on le voit. Et puis, il y a un moment où on communique ce savoir. Et donc, on fait beaucoup de conférences publiques, on rencontre beaucoup de gens, etc. C'est là où on rencontre nos 1500. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a un véhicule particulier, on a un journal avec lequel on travaille qui s'appelle MSM, qui est le journal de la machine-outil, et qui est vraiment le journal que tous les 1500 entreprises de notre cercle reçoivent. Et donc, on travaille énormément à travers ce journal. Et c'est pour ça, souvent, si vous voulez, on n'est pas très public, on n'apparaît pas tellement dans le matin dimanche. Mais D'accord. c'est un travail de fond. D'accord. Merci beaucoup. Alors, par rapport à Xavier, ce que tu viens de dire, et Florian, Marco Pierre Martiri, nouvelle technologie, entreprise d'une taille petite. Marco, il est dedans, il est dans le groupe. OK, alors parle-nous de cette expérience, Marco. Alors, bonsoir, mon nom est Marco Pierre Martiri. Je travaille pour une structure qui s'appelle Open Web Technology. Et j'ai eu le plaisir de faire la connaissance de ce duo de choc, Florian et Xavier, il y a quelques années, lors d'un passage rapide, on va dire, à la Chambre de commerce à Genève, qui m'a permis d'inscrire aussi le bout du lac, les Sonderfallgenf, dans cette initiative qui me paraissait extrêmement intéressante. Je trouve que ce qui est magnifique, donc je ne participe pas depuis le début, mais uniquement depuis, on va dire, 3-4 ans à ce Manufacture Thinking. Ce qu'ils ont réussi à faire, ce qui est magnifique, c'est qu'on parle vraiment, peut-être qu'on ne l'utilise pas comme ça, mais on fait de la co-création, on fait du partage d'idées, on fait du choc d'idées quelque part, et puis dans les idées qui s'affrontent et qui se rencontrent, parfois naissent des choses absolument intéressantes. L'être humain est un animal social. Je pense que ce qui nous manque le plus, c'est de pouvoir se retrouver dans la vraie vie. Et ce serait la seule question que j'aurais à poser à Florian et éventuellement à Xavier. Quand est-ce qu'on y retourne? Le plus vite possible, Marco. Si les cantons font bien leur travail plus vite que ce que le Conseil fédéral nous a dit mercredi passé, mais on verra. Non, c'est vrai que... alors, c'est là le rôle de ces visites ciblées à l'étranger. On en a aussi fait en Suisse. C'est que les gens, les participants apprennent à se connaître et quand on veut échanger, comme l'a dit très justement Marco, entrechoquer des idées et puis partager des expériences sur des projets innovants, on a besoin d'un degré de confiance personnelle, interpersonnelle. Et ce degré de confiance, il ne vient pas de nulle part. Vous savez tous, quand vous entrez dans une salle où il y a 200 personnes, vous connaissez personne, ce n'est pas évident de casser la glace et puis de s'adresser aux uns aux autres et puis d'échanger sur des éléments comme ceux dont on traite un Manufacture Thinking, alors qu'après 2, 3, 4, 5 ans, les gens qui sont là depuis le début, il faut comme Marco, juste là, quand c'est qu'on repart, on avait prévu d'aller au Japon avant la pandémie, ce projet est toujours
sur le radar et on a tous qu'une envie, c'est de pouvoir découvrir le Japon avec les lunettes de Manufacture Thinking. Mais trop sympa, vous faites trop envie. Alors, Sébastien Bufflier, aussi dans les nouvelles technologies, ça fait envie. Bonsoir, merci de me donner la parole. Sébastien Bufflier, je suis directeur commercial pour un bureau d'ingénierie qui a son siège à Martigny et un bureau à Genève. Et on travaille dans l'industrie pharmaceutique, chimie fine et biotech. Et on compte parmi nos ingénieurs des automaticiens, un métier, un ancien métier d'industrie, mais qui est en pleine révolution et en pleine évolution, puisque petit à petit, on intègre des ingénieurs en IT industriel. Et nos fiertés, c'est de développer, par exemple, des SCADA de supervision pour l'aéroport de Genève, pour le nouveau tribagage, ou encore pour des usines, des grandes usines de manufacturing de médicaments ou de biotechnologie. Et ma question, ça serait de savoir, dans Manufacturing Thinking, comment vous communiquez, comment vous partagez votre réflexion avec ces industriels de la pharma? Alors, avec les industriels de la pharma, à part quelques participants, je crois qu'il y a 2 biopharmes notamment, on n'a pas eu énormément de contacts. Si je prends à Neuchâtel, par exemple, ceux qui sont plutôt liés à la partie pharma ou medtech, que ce soit Celgene, Johnson ou d'autres, c'est des entreprises qu'on n'a pas vues beaucoup dans le processus. Maintenant, peut-être que Xavier pourrait répondre plus précisément par rapport à des entreprises comme de Biopharm, justement, qui sont dans le projet depuis plusieurs années. Je pense que là, la difficulté, c'est que la pharma, c'est quand même un secteur relativement, je dirais, qui est très puissant en Suisse, puis qui a une logique de développement industriel qui est vraiment à la fois propre et puis bien établie, dans laquelle c'est pas évident je dirais, de se greffer avec une initiative comme Manufacture Thinking. En tout cas, au niveau régional, on n'a pas eu énormément de liens avec cette industrie, mais Juste pour faire un complément, Florian, en fait, on a fait un sous-groupe avec des biopharmes et on a sorti un livre qui s'appelle Santé 4.0. Voilà. Si tu vois ton adresse, je t'envoie le livre. On a eu une réflexion qui s'est faite dans un sous-groupe pharma autour de des biopharmes, mais aussi de l'Université de Genève, HEG, CHUV. Et ce sous-groupe a produit un livre qui s'appelle Santé 4.0 et qui montre en quoi, dans le fond, la technologie est en train de révolutionner totalement ce secteur. Mais bien sûr, on a vu une accélération dans la télémédecine, dans différentes choses comme ça, mais on ne se rend pas compte à quel point la santé a viré sur ce qu'on peut appeler le digital health. Hein, et que, donc ça a été fait pendant une année avec un sous-groupe, essentiellement autour d'une équipe de Biopharm et du CHUV et de HUG. Mais je pense que c'était un sujet très sectoriel. Nous, on a essayé pendant ces 7 années d'avoir des sujets non sectoriels. Et donc, quand il y a un sujet trop sectoriel, on organise un sous-groupe. Voilà. Merci. Si jamais vous voulez relancer la santé, on peut repartir. Messieurs, il va falloir qu'on accélère. Pardon, Sébastien, j'aimerais que tout le monde s'exprime et puis s'il reste du temps, avec bonheur, on reprend les questions. Alors, qui parle changement, nouvelles technologies, évidemment, on ne peut pas oublier l'humain, ça veut dire nouveaux métiers, ça veut dire nouvelles formations. Luc Jallet, quand on est dans le placement de personnel, est-ce que tout cela interpelle? Comment on peut s'adapter? Mettre le micro. Oui, bonsoir. Voilà. Merci. Prem Jallet, effectivement, je suis dans le recrutement. Un petit peu plus fort. Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Ça va. Non? Si, pas très fort, mais ça va. Je vais essayer de parler plus fort. Là, ça va? Oui, mieux. Merci. Oui, effectivement, il y a plein de métiers. Il y a plein de métiers même classiques qui sont
qui sont en train de changer aujourd'hui dans le descriptif ou le cahier des charges qu'on nous donne, où on a cette demande notamment par rapport à des postes de CFO, entre autres. Là, je suis en train de parler avec une société qui va s'installer en Suisse. Le côté attirance pour les technologies, en général, est un point très, très important à prendre en compte, en fait. Le côté tech savvy, le côté data savvy dans la... comment dirais-je, la compétence de la personne ou l'intérêt de la personne. Donc, elle a sa formation, elle a son savoir-faire classique, je dirais. Typiquement, on a une vision, on a un savoir-faire, mais comment est-ce qu'on intègre la data dans tout ça? C'est quelque chose qui est de plus en plus demandé, en tout cas. Merci beaucoup. Comment répondre à cela, Florian? Alors, il y a un élément intéressant au début de Manufacture Thinking. Je crois que c'était le premier sujet, c'était effectivement sur les data. Et un élément qui est apparu, avant que ça n'apparaisse véritablement et que ça se traduise surtout dans les cursus de formation, en particulier dans les hautes écoles, on avait mis le doigt sur le besoin de data scientists. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y a quand même quelques années, c'est quelque chose qui n'était pas très palpable, pas très concret. Quand on parlait avec des patrons de PME, ils disaient, mais qu'est-ce que je peux faire avec un data scientist chez moi? C'est des profils beaucoup trop high-fly, qu'est-ce qu'ils vont m'apporter, etc. Et puis, une des tâches que nous avions essayé de mener à bien, c'était un peu démystifier la data pour montrer à quoi elle peut servir quand elle est utilisée par quelqu'un qui a de ces nouveaux profils. Et je crois qu'une année après, on voyait fleurir effectivement, alors, sans qu'il y ait un lien direct, quoique je crois que Xavier en avait quand même parlé à l'époque avec Patrick Ebicher, d'amener justement ces nouveaux métiers autour de la data, mais aussi pour les rendre opérationnels, pas seulement dans les grosses structures, mais de plus en plus dans les petites. Parce que dans les petites, on en a aussi besoin, même si on n'a pas forcément le sentiment que c'est des profils qu'on peut se payer ou qu'on peut utiliser à 100%. Merci beaucoup. Comment pourrait-on valoriser finalement tout ce travail qui est fait ensemble pour le bien de tous, en tout cas de l'industrie? Magali Orsini, Finance. Merci d'être là, ma copine. Si tu ne veux pas parler, tant pis. Mets le micro, par contre, si tu veux dire quelque chose. Comme tu le sais, moi, j'appartiens à une race de dinosaures qui a beaucoup de mal à suivre l'évolution accélérée de tout ça. Hein. J'ai l'impression, en tant que patronne de fiduciaire, d'être de plus en plus robotisée. Une déclaration de TVA que je faisais manuellement en 5 minutes, maintenant je mets un quart d'heure pour la faire avant que j'ai trouvé tous les codes, toutes les astuces, etc. Enfin bref, c'est un peu l'enfer. Je veux dire, j'ai vraiment l'impression d'être condamnée à faire des choses, un métier que je n'ai pas du tout choisi sous cette forme. Il n'y a plus rien de littéraire, il n'y a plus rien de poétique, il n'y a plus rien d'intéressant. Il n'y a plus que des codes à l'infini. Je comprends que ça plaise à certains, mais personnellement, ce n'était pas a priori ma tasse de thé et ça ne le reste pas. Voilà. Vous aurez compris que c'est la seule propriétaire de fiduciaire qui parle de romantisme dans ce qu'elle fait. Alors, je nage tant que je peux, j'essaie de m'accrocher, mais je crois que je laisse tout le reste aux générations futures. Merci beaucoup. Restons un peu dans le romantisme. Yacine Abdelawi, vous êtes paysagiste, c'est ça? Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, je ne suis pas paysagiste, j'ai une société de paysagisme qui s'intéresse à des concepts autour de... Voilà, c'est plutôt ça. Et puis du coup, j'ai un petit peu... Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, oui. D'accord. Et donc, simplement, j'ai vu sur LinkedIn ce post et puis je suis un petit peu venu voir ce qui s'y passait parce que mon intérêt, c'était un peu tout ce qui est
autour de, on va dire, tout ce qui est agroalimentaire et ce qui s'y fait. Est-ce qu'il y a des choses qui s'y font? Et voilà, c'était pour un peu entendre ça. Malheureusement, je suis arrivé un peu en retard et puis j'ai eu des problèmes techniques. Alors du coup, je ne sais pas si ça dit quelque chose. Donc voilà, merci. Merci beaucoup. Si vous êtes d'accord, Florian, prenons un peu nos amis qui ne se sont pas encore exprimés sur leur interrogation, puis comme ça, vous pourrez faire une conclusion globale. J'aimerais peut-être Sim, probablement le plus jeune de l'Assemblée. Merci beaucoup, Enza, à chaque fois de me rajeunir et de me dire, de rappeler que je suis le plus jeune. C'est bien, c'est bien. Voilà, je suis donc Simcool, CEO de la startup genevoise Simcool Network. Il faut dire que ce thème, moi, me brûle, me passionne. Parce que justement, aujourd'hui, il est clair que beaucoup de pays ou en tout cas entreprises se posent la question sur comment développer un contre-pouvoir face aux GAFA. Voilà. Donc, je serais très intéressé, Florian, à en savoir un peu plus déjà, si je peux avoir une copie de la présentation. Et puis, comment faire pour qu'ensemble, on puisse continuer sur cette réflexion. Et je vais dire pourquoi. Parce que notre écosystème, par exemple, nous avons décidé de ne pas commercialiser et de ne pas vendre les data, les données de nos utilisateurs. Et donc, ça, déjà, on est clairement en phase avec vous parce que dans votre exposé, vous avez parlé de nouveaux paradigmes, vous avez parlé de distribution, vous avez parlé de beaucoup de choses qui me parlent. Alors, donc voilà. Mais ma grande question, c'est, j'ai encore un peu de temps? Non. Non, pardon. Vous avez vraiment, on arrive au Mais la question, voilà. C'était de savoir, ma question, Florian. Aujourd'hui, quand le web avait été créé, on disait navigateur, après on dit internaute, aujourd'hui on dit utilisateur. Demain, nous sommes en train de développer ce qu'on appelle le web partenaire. Comment est-ce que l'utilisateur pourra, ou ce web partenaire pourra voir la frontière entre le distant et le physique? Voilà. Merci beaucoup. Il y a encore deux amis qui ne se sont pas exprimés. Laurent Marion, justement, logistique. Comment on peut aider dans ce sens? Merci Enza. Effectivement, c'est une bonne question aujourd'hui sur la logistique, en particulier sur la micro-logistique urbaine. On est effectivement sur du matériel très concret, on est assez loin du digital, même si on vient en complément d'un commerce, lui, digitalisé. Et donc, en fait, voilà, c'est un petit peu le bras armé, la livraison du dernier kilomètre, en particulier pour tous les commerçants qui vont passer la transformation digitale. Donc, c'est vrai que c'est complètement assez complémentaire et ça fait partie du monde du business de demain. J'avais une question pour Florian, qui est un petit peu une question de curiosité. Dans la somme de tous les échanges, de tous les travaux que sont les vôtres dans ce think tank, quel est le poids des discussions qui ont trait à l'impact de cette transformation digitale sur l'environnement au travers, entre autres, des émissions de gaz à effet de serre, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose dont vous discutez dans vos travaux? Merci beaucoup. Dans un petit moment, il y aura la réponse. Entre-temps, Michel Maillard, lui, connaît les deux facettes, en fait, tant du privé que du public. On est justement dans cette collaboration voulue d'un partenariat. Michel, si tu ouvres ton micro. Oui, on est dans cette collaboration. Bon, la particularité de mon job jusqu'à présent, depuis 2000, c'est d'avoir dirigé des produits informatisés ou à moyens informatiques pour l'armée à un certain niveau. Donc, automatiquement, l'armée, j'y suis plus, mais l'armée est extrêmement touchée par ce concept 4.0, même si il faut jouer avec certains mots. Quand on dit notamment que la révolution industrielle doit séduire le consommateur, c'est difficile pour l'armée de séduire le consommateur. Toutefois, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un grand nombre de processus sont en train de changer, notamment tout ce qui est planification d'opérations. Quand je dis opération, c'est pas seulement, c'est de la logistique également, surtout qui est extrêmement touchée. Aujourd'hui, on ne peut pas sortir un couteau suisse sans avoir un accès à Internet, etc. Ma question, elle est très simple.
n'a pas forcément rapport avec le job que je fais, mais vous avez dit tout à l'heure, Fabien, que vous aviez une interconnexion cantonale. C'est uniquement au niveau de la réflexion ou il y a, par exemple, pour Fribourg, Blue Factory qui est aussi interpellé ou d'autres, même si ce n'est pas forcément la bonne référence. Merci beaucoup. Florian, en guise de conclusion, réponse à ces questions et ensuite un mot final. Alors, j'ai noté les questions, j'espère que je n'en ai pas oublié. Très, très rapidement, je peux les prendre comme ça pour donner un élément de réponse. Si on prend, alors peut-être la question de l'interconnexion cantonale, alors nous, on le fait essentiellement à travers les chambres de commerce, puisque ben voilà, les chambres sont partenaires de la démarche et on a des contacts assez réguliers. Et puis après, au niveau cantonal, ben, chacun essaye de mobiliser un peu les ressources qu'il estime utiles. Alors, je pense que Chantal Robin, qui est la directrice de la Chambre fribourgeoise, et là, me semble-t-il, des bonnes connexions avec le monde de l'innovation à Fribourg. Et je pense que c'est surtout comme ça que ça peut se faire. Si je prends la question de la logistique, ben, on voit clairement le rôle, je dirais, du matériel par rapport au digital. Pas plus tard que la semaine passée, on disait qu'au niveau mondial, la Suisse était première au niveau du commerce en ligne. Et une des raisons, c'est parce que on a un niveau d'infrastructure, et puis en particulier au niveau du transport, des systèmes logistiques, des choses qui fonctionnent extrêmement bien pour amener ce qui a été commandé sur Internet dans les meilleurs délais sans casse chez le client. Donc ça, je pense que ça montre à quel point on ne peut pas être leader dans un domaine comme le e-commerce, très digital, sans avoir le lien physique. Et puis une logistique top niveau. Au niveau de l'agroalimentaire, ben là, c'est vrai qu'on a un cas à Neuchâtel où le digital a pris son essor qui est assez fantastique, c'est dans le domaine de la vigne, avec les drones, avec l'intelligence artificielle, dans plusieurs domaines, sous l'impulsion de l'entreprise Felco, qui a créé un lien digital entre ses sécateurs et puis le travail dans la vigne. Donc ça, c'est des exemples que nous documentons parce qu'effectivement, il y a des choses extrêmement intéressantes aussi au niveau de l'agriculture. Là, on est dans la viticulture, mais il y a un développement, il y a un essor qui est quand même assez fort. Par rapport à l'impact environnemental, ben, je crois que oui, c'est une préoccupation qu'on doit avoir, que nous avons. Et pour être tout à fait franc, il y a beaucoup de questionnements sur l'émergence du Bitcoin, sur toute la blockchain, par rapport à l'impact environnemental que ça peut générer. On voit très bien aussi que les big data et puis les algorithmes, ça fait grandir les centres de serveurs des GAFA, ben, c'est des villes qui consomment énormément d'énergie. Donc tout ça, ça interpelle. Et de dire simplement qu'il faut aller toujours plus loin dans le digital, sans se préoccuper de cette empreinte environnementale, à mon avis, ce ne serait pas responsable. Et puis, par rapport à l'interface entre le physique et le virtuel au niveau d'Internet, ben là, je pense qu'on n'a pas encore vu beaucoup de choses qui créent une espèce d'espace intermédiaire. Il y a quelques années, Xavier nous avait emmenés dans le centre de recherche de Hewlett-Packard, où ils exploraient une forme d'interaction entre un site web et puis quelqu'un qui essaye des habits à la maison, avec la gestuelle, avec des éléments de captage qui créent un peu, sans être holographique, une espèce de méta-espace entre le site et puis l'utilisateur qui était assez fou. Je ne sais pas si ça a été poussé plus loin, mais à mon avis, c'est des pistes d'avenir, parce que là, on voyait vraiment qu'il y avait une faculté de déborder pour tout ce qui était en ligne dans le salon ou dans la pièce de l'utilisateur. Donc là, les technologies d'interconnexion avec la réalité augmentée, la réalité virtuelle, et puis tous ces systèmes de captage, à mon avis, il y a un bel avenir. Voilà, alors c'est vrai que c'est quelques éléments de réponse à ce qui a été soulevé. J'espère que j'ai rien oublié. C'est pas évident, et puis évidemment, c'est surtout extrêmement sommaire.
Merci beaucoup. Je vous demande d'ouvrir vos micros pour un bel applaudissement et un remerciement à Florian Nemetti, s'il vous plaît. Bravo, merci. Merci beaucoup. Merci à vous de votre et la future photo. Merci. Merci beaucoup. On va peut-être arrêter maintenant l'enregistrement. Merci, Julien.